Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de votre édition. Le président Alassane Ouattara est rentré ce mercredi à Abidjan après la visite d'État en Chine et sa participation au sommet Chine-Afrique. Le chef de l'État indique que la coopération sino-ivoirienne va être élevée au rang de partenariat stratégique global. Il rentre avec 18 accords signés pour un montant de 1900 milliards de francs CFA. En attendant la tenue du congrès de l'Union postale universelle d'Abidjan en 2020, un congrès extraordinaire se tient à Addis Abeba. Les 192 membres de l'Union y réfléchissent entre autres sur l'avenir du secteur de la poste. Notre reporter Franck Quadio est sur place en Éthiopie. Son reportage au cours de ce journal. Grâce aux efforts des autorités et l'appui du HCR, 160 ex-réfugiés ivoiriens en provenance du Togo et du Ghana ont été accueillis hier mardi à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Un convoi composé d'hommes, de femmes et d'enfants qui vont bénéficier d'assistance pour faciliter leur intégration. Ouvrons ce journal avec le retour du chef de l'État après une semaine passée en Chine. Vous le voyez en image, après le sommet Chine-Afrique, le président Alassane Ouattara vient de regagner Abidjan ce mercredi. Le président de la République a quitté Beijing dans la soirée d'hier mardi pour Abidjan, cela après avoir effectué une visite d'État en Chine et aussi participé au 3e sommet Chine-Afrique, visite à l'issue de laquelle 18 accords ont été signés entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'infrastructure, de l'éducation, de la santé, du commerce et de l'industrie. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Dès sa descente d'avion, le chef de l'État s'est exprimé. Vous l'entendrez tout à l'heure au cours de ce journal. Avant donc de quitter Beijing, le chef de l'État a pris part aux assises du sommet Chine-Afrique, ouvertes lundi et qui ont pris fin hier à Pékin en Chine avec des tables rondes. Outre l'aide du développement, l'aide au développement de 60 milliards de dollars, environ 30 000 milliards de francs CFA et l'annulation de la dette de certains pays africains, la Chine va investir dans des programmes pour les femmes et les jeunes en vue d'appuyer l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le reportage sur place de Viviane Haïm. Après la cérémonie d'ouverture le lundi, la journée de ce mardi a été entièrement consacrée au huis clos des chefs d'État africains autour du président Xi Jinping. Commencé en milieu de matinée, il s'est poursuivi jusqu'en début de soirée. Participant à ce huis clos, le président de la République, Alassane Ouattara, est intervenu pour remercier le président Xi Jinping pour la solidarité manifestée par la Chine envers les pays africains à travers son nouvel appui financier à hauteur de 60 milliards de dollars. Le chef de l'État ivoirien a encore réaffirmé l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative La ceinture et la route proposée en 2013 par le président Xi Jinping. Une initiative qui vise à construire des réseaux commerciaux et des infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, en vue d'un développement et d'une prospérité commune. Le président de la République a émis une fois de plus le vœu d'une coopération plus renforcée entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La fin du huis clos des chefs d'État a mis fin au 3e sommet du Forum de coopération sino-africaine. Le prochain sommet, prévu en 2021, se tiendra en Afrique du Sud. Le président sénégalais Macky Sall a été désigné comme coprésident du Forum de coopération sino-africaine, le FCSA, pour une période de 3 ans. Après sa visite d'État et sa participation au sommet du Forum de coopération sino-africaine, le président de la République a quitté Beijing dans la soirée pour regagner Abidjan. Et le chef de l'État a regagné Abidjan ce matin à 8h40. La première dame, Dominique Ouattara, de son côté, là-bas en Chine, a participé à la réunion Chine-Afrique sur le sida. Une réunion organisée en marge du sommet qui a réuni l'ensemble des premières dames d'Afrique autour de Mme Xi Jinping. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Elles ont répondu présentes à Beijing ce mardi 4 septembre à la réunion Chine-Afrique sur la prévention et le contrôle du sida. Les premières dames sont venues des 4 coins du continent autour du thème
la Chine et l'Afrique la main dans la main pour un avenir sans sida. Cette grande mobilisation des premières dames n'a pas laissé indifférente Madame Peng Liyuan, première dame de Chine. Elle a exprimé toute la fierté du peuple chinois d'accueillir ses consoeurs en marge du sommet Chine-Afrique auquel prenaient part leurs conjoints. Madame Peng Liyuan a expliqué à l'auditoire que la Chine a fait des progrès significatifs en matière de lutte contre le VIH-Sida, avec la chute drastique du taux de prévalence, une somme d'expérience qu'elle entend partager avec le continent africain. La présidente en exercice de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, l'OPDAS, la première dame du Burkina Faso, a relevé la résistance de la pandémie sur le continent et a réaffirmé l'engagement des premières dames à faire aboutir la lutte. L'OMS et l'ONU-SIDA, à travers leurs premiers responsables, ont apporté leur soutien aux premières dames. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a insisté sur la nécessité pour les premières dames de promouvoir l'engagement des jeunes. Participant à cette rencontre, la première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour le traitement et la promotion du traitement pédiatrique, s'est réjouie de la grande détermination qui est ressortie de cette rencontre. Nous avons assisté à une réunion sur la lutte contre le sida, notamment pour les jeunes et les enfants. Et c'était très instructif et j'ai pu voir que toutes mes sœurs ont le même problème, à savoir comment éviter que nos jeunes ne soient contaminés par le VIH. Quelle solution pour sauver la jeunesse d'Afrique face à la propagation de la pandémie? Pour Madame Dominique Ouattara, la Chine offre une bonne plateforme de collaboration au vu des progrès qu'elle a enregistrés. Voilà pour le chapitre séjour du chef de l'État et de son épouse en Chine, mais nous y reviendrons avant la fin de ce journal. En attendant la tenue du 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle d'Abidjan en 2020, un congrès extraordinaire se tient depuis dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Les 192 membres de l'Union y réfléchissent sur l'avenir du secteur de la poste et sur les réformes pour mieux s'adapter aux nouvelles normes technologiques imposées par le digital et aussi par la libéralisation du secteur postal. La Côte d'Ivoire est bien présente à ce forum. Franck Quadio depuis Addis Abeba. À Addis Abeba, les 192 pays membres de l'Union postale universelle depuis le 2 septembre réfléchissent sur le nouveau dimensionnement du système postal mondial. C'est un congrès extraordinaire, certes, en attendant le 27e en 2020 justement à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais le calendrier est tout aussi important. Premier axe, les discussions concernant les réformes pour une poste plus dynamique dans le monde. C'est une grosse satisfaction en tout cas pour la Côte d'Ivoire et principalement pour les pays africains parce que finalement nous avons obtenu plus de sièges au niveau du conseil d'administration et du conseil d'exploitation, ce qui est une grosse victoire. Les discussions ont été houleuses, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que l'institution, l'Union postale universelle va avancer parce que c'est une réforme qui a commencé il y a plus de 25 ans et aujourd'hui nous pouvons dire qu'après 25 ans nous sommes arrivés à avoir le principe de un pays, une voix avec une possibilité de prendre la parole parce qu'ayant plus de sièges. Une réforme nécessaire car l'Union née dans les années 1800 n'a pas évolué dans ses textes et doit faire face aujourd'hui à la forte présence des organisations privées. Le marché postal étant libéralisé, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Nous suivons la marche du monde et nous savons qu'aujourd'hui, l'ensemble des postes du monde est en train de se mettre à la page du digital. En Côte d'Ivoire, justement, l'impact n'est pas important, mais je pense que l'essentiel des Ivoiriens se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Parce qu'il faut le reconnaître, nous n'avions pas été au rendez-vous de la qualité sur bien nombre d'années. La Poste de Côte d'Ivoire, aujourd'hui privée de mécanismes de financement tels la caisse d'épargne ou les chèques postaux, et cela depuis 1998, une mesure imposée par les bailleurs. Il faut reconnaître cependant que la Poste de Côte d'Ivoire a su s'adapter. Le processus de digitalisation est, selon son directeur général, une opportunité
pour mieux se rapprocher des usagers. Mais aujourd'hui, nous sommes la seule institution capable en Côte d'Ivoire de permettre à un Ivoirien de commander une pièce administrative, de payer en ligne et de se faire livrer à domicile. C'est un pas important. Nous avons commencé la distribution des avis d'imposition avec des possibilités de tracking. Des choses se mettent en place. Il y a un site de e-commerce pour mettre en avant les produits made in Côte d'Ivoire. C'est toute une révolution, mais qui va étape par étape. Une avancée pour être dans la dynamique tracée par l'UPU à Addis Abeba, la Poste de Côte d'Ivoire, mais aussi le régulateur, l'RTCI. Une délégation conduite par la tutelle portera la voix de la Côte d'Ivoire. Un des points clés de cette rencontre est la révision du système de contribution des États pour le bon fonctionnement de l'Union postale universelle. Une mission du FMI va séjourner à Abidjan du 19 septembre au 4 octobre prochain pour évaluer l'exécution du programme économique et financier à fin juin 2018 de la Côte d'Ivoire. La mission permettra de passer en revue les différents critères de performance et repères indicatifs définis conjointement avec le FMI au regard des évolutions de l'économie ivoirienne ces 6 derniers mois. En prélude à cette mission, les responsables des structures publiques et parapubliques travaillent depuis 48 heures à la mise en cohérence des indicateurs macroéconomiques tels que le produit intérieur brut, le taux d'inflation, l'indice de développement humain, le taux de chômage et le taux de croissance. Le chiffre du jour, c'est 300 000. Ils étaient 300 000, ces réfugiés ivoiriens dans les pays de la sous-région. Aujourd'hui, plus de 270 000 d'entre eux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Cela grâce aux efforts des autorités et l'appui du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Hier mardi, 160 ex-réfugiés en provenance du Togo et du Ghana ont été accueillis à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Un convoi composé d'hommes, de femmes et d'enfants qui vont bénéficier d'assistance pour faciliter leur intégration. Moussa Konaté, de retour de Noé à la frontière. Ces cas en provenance du Ghana transportent des réfugiés ivoiriens. À bord des véhicules, 160 personnes, dont 118 identifiées au Togo et 42 au Ghana, qui regagnent la Côte d'Ivoire après des années de vie dans leur pays d'accueil. Un retour volontaire organisé avec le concours des autorités ivoiriennes et du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À la faveur de la crise, près de 300 000 Ivoiriens ont quitté la Côte d'Ivoire et se sont retrouvés dans les pays d'asile. Et depuis 5 ans, nous cherchons à faire revenir tous les réfugiés qui sont hors du pays, notamment ceux qui sont au Ghana, ceux qui sont au Togo et ceux qui sont au Libéria. L'écrasante majorité des réfugiés a fini avec l'exil et est rentrée en Côte d'Ivoire. Près de 269 000 sont retournés en Côte d'Ivoire, mais il reste quand même un cas résiduel de près de 30 000 qui sont encore dans les pays d'asile. Donc ce que nous attelons à faire avec l'assistance des autorités ivoiriennes et des autorités des pays d'accueil, c'est de s'assurer que ce retour est durable et ce retour se fait dans les meilleures conditions. Une fois au pays, ces réfugiés ivoiriens vont bénéficier d'encadrement de la Direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides. Une initiative pour faciliter leur intégration. Ce sera également l'occasion pour eux de nous adresser les différentes difficultés qu'ils ont, notamment pour ceux dont les enfants doivent aller à l'école, pour ceux qui ont des problèmes de documentation et pour ceux qui pensent avoir des problèmes de protection. Voilà, et donc nous ferons cas de toutes ces choses-là et nous allons nous référer au ministère technique compétent pour voir avec eux comment régler ces situations-là pour faciliter la réintégration de ces personnes-là dans leur pays. Les autorités ivoiriennes se félicitent du soutien du HCR pour le retour volontaire des réfugiés ivoiriens. Les actions se poursuivent donc pour ramener tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Venons-en à présent au 23e congrès du SYNESI, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. SYNESI, quel service pour un syndicalisme accru aujourd'hui? Et voilà le thème de ce congrès qui a enregistré la présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara a salué l'engagement du syndicat. C'était à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Le témoignage de Djeneba Ouattara et Charles Tatou, RTI Boaké. Pour ce 23e congrès du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire, plus de 400 délégués prennent part aux travaux. SYNESI, quel service pour un syndicalisme accru aujourd'hui? C'est le thème de ces assises. Il faudrait qu'on puisse assigner d'autres missions au SYNESI, au syndicat de manière générale. C'est-à-dire comment capter le maximum de militants. Il faut penser à d'autres chantiers qui pourront peut-être faire venir beaucoup de militants à notre syndicat. Il faut qu'on puisse insister sur le volet social.
La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a ouvert les travaux. Kandia Kamara salue l'engagement des enseignants. Nous sommes dans un monde concurrentiel et c'est le syndicat qui va apporter de l'innovation, qui va penser le plus au bien-être social de ces syndiqués. La ministre a saisi également cette occasion pour inviter les parents et la communauté éducative à prendre toutes les dispositions nécessaires quant à la reprise des cours au titre de l'année scolaire 2018-2019. Je voudrais exhorter tous les parents à aller inscrire leurs enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Vous savez que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire depuis 2015, donc il faut donner la chance à tous nos enfants de bénéficier d'une éducation dès le 10 septembre, que la rentrée soit effective dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, dans tous les collèges et dans tous les lycées. Et quand je dis que la rentrée doit être effective, ça veut dire que je demande à tout le personnel d'encadrement et aux enseignants d'être à leur poste. Parce que la réussite en fin d'année dépend fortement du respect du calendrier scolaire et du quantum horaire. Pendant 4 jours, les ateliers des travaux en commission et le renouvellement de ces instances dirigeantes. Le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire existe depuis 1970. Je vous en parlais à l'entame de ce journal. Le chef de l'État est rentré après une semaine passée en Chine. Vous le voyez encore là en image. Après le sommet Chine-Afrique, le président Alassane Ouattara vient de regagner Abidjan ce mercredi. Le président de la République a quitté donc Beijing dans la soirée d'hier mardi pour Abidjan. Cela après avoir effectué une visite d'État et aussi participé au 3e sommet Chine-Afrique. Visite à l'issue de laquelle 18 accords ont été signés entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'infrastructure, de l'éducation, de la santé, du commerce et de l'industrie. Il a été accueilli par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, vous le voyez. Le Premier ministre également était sur place et plusieurs membres du gouvernement. 18 accords ont donc été signés. Dès sa descente d'avion, le chef de l'État s'est exprimé au micro d'Awa Touré. On écoute le président de la République. Au cours de cette visite d'État, j'ai été reçu le 30 août 2018 au Grand Palais du Peuple à Beijing par le président Xi Jinping. Nous avons eu un entretien très fructueux qui nous a permis de faire le point de la coopération sino-ivoirienne et de mesurer son exceptionnel dynamisme depuis 2012, qui a porté la Chine au rang de premier investisseur en Côte d'Ivoire et de 3e partenaire commercial après le Nigeria et la France. C'est dire que ce bond est spectaculaire parce que la Chine était le 15e ou le 16e partenaire commercial il y a quelque temps. Nous avons également évoqué plusieurs questions internationales d'intérêt commun, telles que la lutte contre le terrorisme, le réchauffement climatique, ainsi que la contribution de la Chine au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Nous avons convenu de travailler ensemble dans le cadre de nos initiatives réciproques au Conseil de sécurité des Nations Unies, car la Chine préside le Conseil de sécurité en novembre cette année et la Côte d'Ivoire aura donc la présidence du Conseil de sécurité au mois de décembre cette année. Alors, au cours de nos échanges, nous nous sommes entendus sur la nécessité de renforcer et d'intensifier davantage la coopération entre nos deux pays, en mettant résolument l'accent sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, grâce à la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde. Et c'était un point important pour moi. Je lui ai indiqué que la Chine importait le cacao hors taxes et hors droits de douane pour un certain nombre de pays africains et que nous souhaitions avoir le même traitement. Alors, il nous a répondu qu'en réalité, le problème, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire, c'est que nous ne sommes pas un PMA, un pays des moins avancés, mais il souhaitait que nous puissions aller vers la transformation du cacao et des noix de cajou en Côte d'Ivoire en vue d'exporter du chocolat en Chine et que cela permettrait d'avoir un accord spécial pour faire rentrer le chocolat
et les noix de cajou en Chine, hors droits de douane et hors taxes. C'est dire que c'est très imaginatif l'évolution de la coopération. Bien évidemment, j'ai dit que nous étions pénalisés parce que nous étions les bons élèves qui étaient sortis du lot des pays les moins avancés et qu'on devait donc avoir une certaine attention pour nous aider à avancer dans l'industrialisation, car c'est ce qui nous permettra d'aller encore plus vite. Afin de maintenir le dynamisme actuel de nos relations, nous avons décidé, le président Xi Jinping et moi-même, d'élever la coopération sino-ivoirienne au rang de partenariat stratégique global. Alors, dans le prolongement de cette évolution majeure, notre pays a adhéré à l'initiative La ceinture et la route. Le 30 août dernier, dans le cadre de cette visite d'État, vous savez, c'est l'initiative chinoise qui essaie de reconstruire la route de la soie, qui allait donc de l'Asie au Moyen-Orient, en Afrique. Et par conséquent, il s'agit de construire des infrastructures, que ce soit des ponts, que ce soit des rails, que ce soit des routes, des autoroutes. Et par conséquent, il a une volonté de nous aider à relier notre pays aux pays voisins, tels que le Burkina, le Ghana, le Libéria, dans le cadre de cette initiative. Alors, cette initiative va accélérer l'industrialisation de notre pays et renforcer le développement des infrastructures et promouvoir, bien sûr, le commerce et les transferts technologiques avec la Chine et les entreprises chinoises en particulier. Au terme de notre entretien, 5 accords de coopération ont été signés, dont le mémorandum portant adhésion à l'initiative La ceinture et la route, l'accord de financement pour la construction du tronçon d'autoroute Tchébissou-Bouaké, de la voie Odiéné, frontière du Mali, Odiéné, frontière de la Guinée, ainsi que de ceux portant sur la construction des stades de Korogo et de San Pedro. Et je lui ai indiqué que pour moi, c'était important d'amener l'autoroute jusqu'à Bouaké avant fin 2020. Et il m'a dit qu'il ferait tout pour que les entreprises chinoises nous accompagnent dans ce calendrier. Au cours de mon séjour, je me suis aussi entretenu avec le Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, avec qui nous avons discuté des questions économiques et des projets en cours d'exécution ou qui seront réalisés par la Chine dans les prochains mois. Nous avons particulièrement insisté sur la transformation du cacao et des noix de cajou. J'ai également présidé un important forum économique sino-ivoirien qui a vu la participation de plus de 400 personnes. Et c'était impressionnant. Et les hommes d'affaires ivoiriens, je dois dire les hommes et les femmes d'affaires ivoiriens, étaient donc présents et plusieurs centaines d'opérateurs chinois étaient également là pour mieux comprendre l'environnement économique et les possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ce forum a constitué une excellente plateforme de rencontres et d'échanges entre les hommes d'affaires ivoiriens et chinois. Il nous a surtout permis de présenter aux opérateurs économiques chinois les atouts de la Côte d'Ivoire ainsi que les opportunités d'investissement dans notre pays et d'inviter le secteur privé chinois à investir en Côte d'Ivoire. Au regard de l'engouement suscité par ce forum, nous pensons que notre appel a été largement entendu parce que, au terme du forum, tenez-vous bien, 9 accords et Memorandum of Understanding, MOU, ont été signés dans plusieurs domaines. Et ceci porte, entre autres, sur la conception et la construction de la centrale thermique de San Pedro, parce que nous tenons à augmenter la production d'électricité dans l'Ouest pour l'exploitation des minerais de nickel, également de fer. La création d'un port sec à Ferkessédougou a été également faite et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Je dois dire qu'en 2030, vous ne reconnaîtrez plus cet aéroport parce que nous allons passer
d'une capacité de 2 millions de passagers à la date d'aujourd'hui à 8 millions de passagers. Et d'ailleurs, le salon présidentiel sera déplacé à cette occasion. C'est dire que c'est un projet important, de près de 450 millions de dollars. Et là, j'en fais une priorité. Et ils ont décidé de nous accompagner dans ce domaine. Par ailleurs, j'ai eu en marge du Forum économique et de la visite d'État plusieurs entretiens avec les grands groupes bancaires chinois, que ce soit la Banque de développement de Chine, la Banque commerciale de Chine, l'Exim Bank de Chine et aussi les grandes entreprises qui interviennent déjà en Côte d'Ivoire. Alors, une autre étape importante, la visite d'État, a été le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux héros du peuple à la place Tiananmen. J'étais accompagné de la Première Dame et de la délégation. Il s'agit, comme vous le savez, d'un monument érigé à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Nous avons également eu l'occasion de visiter la Grande Muraille de Chine, un magnifique site touristique qui accueille chaque année près de 9 millions de visiteurs. C'est aussi une œuvre gigantesque, symbole de l'histoire et de la grandeur de la Chine. Et la Première Dame et la délégation ont visité également la cité interdite. Alors on peut dire que la visite d'État en Chine a été très fructueuse, bien chargée et très agréable. En effet, maintenant parlons chiffres. Au terme de cette visite, 18 accords au total ont été signés pour un montant total de 3,4 milliards de dollars, soit 1 900 milliards de francs CFA. Et ces ressources permettront la construction de plusieurs projets, de plusieurs routes, dont l'autoroute Tchebisu-Boaké, l'augmentation de la fourniture d'eau potable, la construction d'hôpitaux, y compris un CHU à Bobo, la fourniture de plus d'électricité et d'amélioration de la qualité de l'électricité produite, également l'accès à l'éducation pour les régions rurales, notamment l'éducation numérique à travers les technologies de la communication, la réalisation de parcs industriels à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment à Boaké, ce qui permettra la création d'emplois pour les jeunes et aussi de mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité des équipements modernes en matière de communication pour la sécurité des populations. Et je signale que pour la période 2012-2016, la Chine a investi en Côte d'Ivoire un peu plus de 2 milliards 600 millions de dollars. Donc quand on ajoute cela aux 2 milliards 400 millions de dollars, ça veut dire que pendant cette période, la période de mon mandat, la Chine aura investi près de 6 milliards de dollars en Côte d'Ivoire, ce qui est un chiffre vraiment important et intéressant. Voilà, le chef de l'État s'exprimait sur sa visite d'État en Chine et sa participation au sommet Chine-Afrique. Mais pas seulement. Le président de la République s'est par ailleurs prononcé sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, les élections locales prochaines, municipales et régionales. On l'écoute. Non, cela n'est pas possible. Déjà, en mi-août, le président du PDCI-RDA m'avait saisi pour souhaiter éventuellement un report des élections suite à notre entretien, l'entretien que nous avons eu, lui et moi, le 8 août. Alors, je lui ai écrit, je lui ai répondu que, en fait, je lui avais bien dit à l'occasion de cet entretien que la réforme de la composition de la commission électorale indépendante concernait l'élection présidentielle de 2020. Donc, évidemment, il a reconnu que c'était cela. Et par conséquent, il n'y aura pas de report des élections prévues le 13 octobre. En tout état de cause, lui et moi ne sommes pas candidats, donc il n'y a pas de problème.
C'est la fin de cette édition. J'ai eu grand plaisir à vous la présenter. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.